la colonisation est devenue aujourd'hui le syndrome du mal universel et a renvoyé la Shoah dans ses buts occidentaux chez les Blancs. Plenel est l'archétype de celui qui adorait le juif en pyjama rayé et qui l'aborde en uniforme kaki. Le premier article dans le Figaro que je commets, c'est pour venir en aide à Giscard d'Estaing, que je combattais, que je n'aimais pas, et qui avait été malmené médiatiquement parce qu'il avait osé dire que les Français vivaient l'immigration comme une invasion. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Vous avez toute une partie de la population, et surtout dans la jeunesse, qui ne s'identifie plus avec la France. Gilles-William Goldnadel, bonjour, bienvenue dans la conversation et merci d'avoir accepté d'y participer. Je suis très touchée de vous recevoir. Gilles-William Goldnadel, vous êtes avocat, essayiste, vous intervenez tous les soirs dans l'émission de Pascal Praud. Vous avez une émission face à face avec Julien Drey sur CNews et vous publiez chaque semaine un article dans le Figaro. Nous allons parler de votre dernier livre publié chez Fayard, Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine. Deuxième essai le plus vendu. Deuxième ou premier ? Premier sur, comment vous appelez ça, Amazon, et deuxième en librairie. Donc c'est un vrai succès de librairie. Vous avez écrit quotidiennement, dès le 7 octobre 2023, jour où le Hamas, organisation terroriste, a perpétré en Israël le plus grand pogrom de juifs depuis la Shoah, et vous l'avez achevé le 7 décembre 2023, jour de l'allumage de la première bougie de Hanouka à l'Élysée. Alors s'il est évident que personne ne peut rivaliser avec vous en matière de pessimisme, et je me permets cette remarque parce que vous en parlez dans votre livre, rares sont ceux qui le peuvent en matière de clairvoyance. Vous apportez une analyse juste, comme souvent, sur ce conflit que peu de gens maîtrisent et qui suscite pourtant un vif intérêt. Et malgré la perspective d'un avenir alarmant que vous décrivez, vous le faites avec humour et sensibilité. Alors, vous dites, je ne serai plus jamais heureux comme avant le 7 octobre, mais vous aurez encore des moments de bonheur, même si vous ne serez jamais plus le même. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah bah, j'ai même eu des moments de franche rigolade. Mais au niveau du bonheur, je pense que la page est tournée, irrémédiablement. C'est pas une façon, est-ce qu'on ne leur doit pas finalement, c'est pas une façon, vous qui êtes un résistant, une façon de résister, de continuer à être heureux pour éviter de leur accorder une victoire complète? Enfin bah écoutez, je peux pas me forcer non plus, hein. C'est pas avec joie que j'ai annoncé que je ne serais plus heureux. Ça n'est pas un choix délibéré. C'est parce que je sais bien, je l'explique, je crois. Je sais bien comment je me suis bâti. Je sais bien comment j'ai bâti mon bonheur d'être humain, mon bonheur de juif, par le fait qu'Israël était, à mes yeux, l'état refuge absolu, et aussi, pour des raisons pas forcément avouables, parce que vous savez, le sionisme, ça n'est pas une forme de philosémitisme excessif. Si on a créé le sionisme, c'est pour rompre avec, de mon point de vue, avec un certain judaïsme diasporique. Moi, je le dessinais, ce judaïsme diasporique-là, avec une manière de voussure métaphysique. Voilà, et je suis toujours, d'ailleurs, largement en opposition avec, par exemple, les Juifs de cour. Donc, lorsque je découvre le 7 octobre au matin que une frontière d'Israël est enfoncée et que pendant des heures interminables, des hommes, des femmes et des enfants sont martyrisés, oui, alors moi qui étais le juif ou le moins, je le dis, c'était pas une pause, c'est moi qui étais le juif le moins choatique de tous. D'abord parce que, ça c'est mon ressenti, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais moi je n'aimais pas, par exemple, quand ma pauvre mère me parlait de la famille déportée, elle avait
un pathos qui me dérangeait, qui m'excédait, que je trouvais impudique. Inapproprié. Donc ça me gênait et je n'aimais pas. Et donc il y a eu ça, et moi je n'étais pas tellement, bien sûr que je suis allé à Auschwitz et à Yad Vashem, mais j'étais malgré tout, en tous les cas, pour un deuil discret, qui n'avait rien d'ostentatoire. Ça c'est clairement. Et puis surtout, au-delà du cercle juif, j'ai détesté les comparaisons obscènes avec la Shoah. Tout mis à la sauce Shoah, depuis CRS-SS, au fait que tout était shoatique. J'y ai vu non seulement un manque de respect, même si il n'y a rien de religieux, hein. Ça n'a rien de religieux, la Shoah, hein. Il n'y a aucune explication, pour moi, à mes yeux, mais religieuse dans cet aspect-là, mais je trouvais ça indigne, obscène, et donc là, cet octobre-là, et je commence à rédiger le 8 octobre, je suis obligé, moi, d'avoir des comparaisons purement shoatiques, parce que sinon j'ai un problème de vocabulaire. Oui, lorsque escalité de juifs, parce que le Hamas, il connaît que le Yaoud, il ne connaît pas l'Israélien, il connaît que le Yaoud. Il va chercher le Yaoud derrière un rocher. Bon, donc, lorsque on décapite un bébé juif, ou lorsque l'on évente, pour y sortir le fœtus, une femme juive, je ne peux parler que d'islamo-nazi. Je n'ai pas d'autre à mon secours, sur le plan lexical, d'autres comparaisons qui me viennent à l'esprit, donc à la plume. C'est impossible. Donc, oui, donc à partir de là, ça ne m'a pas plongé dans un abîme de béatitude, ni sur le moment, ni à mon avis à terme, parce que d'abord j'ai vécu, il faut le dire, et je le dis, j'ai vécu ça comme une humiliation. Oui, et ça c'est un mot qui revient souvent dans votre livre, la peur, l'humiliation et la colère. Et l'humiliation à quel endroit ? Sans doute parce que je suis un juif d'avant 1967. À mon avis, hein, je vous viens... Oui, bien sûr. Comme je suis un juif d'avant 1967, je suis un juif qui a vécu dans un petit bled de Normandie. J'étais le seul juif. Je prenais de temps en temps des trempes qui par les petits catholiques parce que j'avais tué Jésus, qui par les ouvriers parce que j'étais le seul à avoir un pantalon et des shorts parce que j'étais juif. Je pouvais me défendre comme je pouvais me défendre. 1967 a été pour les juifs en question, y compris celui qui vous parle, qui n'était pas... Parce que Finkielkraut, lui, il se peint en juif imaginaire dans son douche tétol parisien. Moi, je suis dans mon bled... je peux vous dire que je suis un juif du réel, moi. C'est ça. Ça aussi, ça revient souvent dans votre livre, le réel. On va en parler. Ah bah oui. Donc, je suis un juif du réel. Donc, si vous voulez, on la ramenait pas avant 67 d'être juif. Ma grand-mère, Madame Schwartz, elle racontait qu'elle était alsacienne. Elle racontait pas qu'elle était juive. D'accord ? Donc, 67, y compris, ils le savent pas les pauvres, y compris pour les juifs antisionistes les plus, à redresser le juif de sa voussure. Et donc, cela pour moi, à nouveau, je pense que je perds, d'ailleurs, ma gueule a changé, et je dois perdre de 5 cm à me voûter devant cette sorte d'humiliation qui faisait suite, d'ailleurs, à une sorte de fierté assez imméritée, parce que les Juifs de France n'étaient pas spécialement responsables de la victoire dans les sables du Sinaï. En tout cas, c'était rassurant.
Non seulement c'était rassurant, mais à tort ou à raison. Il y avait une admiration. Il y avait, mais non, mais c'est sûr que il était un peu normal que le juif ayant été moqué pour ne pas se défendre, il était assez normal qu'il soit loué pour savoir justement le faire. C'était pas totalement incongru non plus. Alors, vous n'avez pas attendu le 7 octobre pour mener vos différents combats. Vous dénonciez déjà, et avec beaucoup de courage, en 2001, dans votre livre Le nouveau bréviaire de la haine, et en 2011, dans Réflexion sur la question blanche, le racisme anti-blanc. Et ça, vous en parlez, c'est le sujet phare de ce livre. Alors, je reprends l'intitulé de votre livre. C'est l'Occident qu'on assassine, Gilles William Goldnadel. D'ailleurs, vous dites non sans humour. Hier, juif errant, j'avais une gueule de métèque. Aujourd'hui, israélien, j'ai une gueule de blanc-bec. Alors j'aimerais bien qu'on approfondisse ce sujet, parce que je suis pas sûre que tout le monde ait conscience de ça, de vous parler de l'israélien qui est devenu le blanc, du juif israélien qui est devenu le blanc au carré. Très sincèrement, c'est la construction, c'est intellectuelle pour moi de base. L'explication de ce qui nous arrive, bien entendu, moi je suis toujours dans le cadre de l'inconscient collectif. Hein. Je suis uniquement là-dedans. Oui, mais qui a une force incroyable, cet inconscient. Oui. Mais c'est l'inconscient collectif qui fonde les choses, j'y crois totalement. Complètement, bien sûr. Donc, oui, quand j'écris le nouveau bréviaire de la haine, et surtout sur ce plan-là, le nouveau bréviaire de la haine, c'était plutôt sur le sujet du juif. Mais le nouveau bréviaire, la réflexion sur la question blanche, c'est sur en 2011. En 2011, donc là, il est clair que mon éditeur me dit on va peut-être beaucoup souffrir. On n'a pas tant souffert que ça. Je dois, à la vérité, de vous dire que même si j'ai, dans ma vie intellectuelle, je me suis rarement caché derrière mon petit doigt, on m'a jamais reproché ni un point sur le i, ni un tréma. Parce que je pense que je suis incapable d'essentialiser, moi. Je voudrais le faire que je ne pourrais pas le faire. Je suis comme ça. Mmh. Donc, moi, je me vivais pas comme un blanc. Hein. Au contraire. Bah oui, non, mais au contraire, j'explique, je sais pas dans quel livre, à Gournay-en-Bray, mon juif de père, quand il me parlait, on sentait bien qu'il se sentait davantage. C'est un type qui vient de Pologne, c'est un commerçant. Il se sent bien davantage proche des Noirs, des musulmans, que du blanc catholique. On se vivait un peu comme des métèques nous-mêmes. Mmh. La réalité, oui. La réalité, elle était là. Donc moi, je me sentais pas du tout blanc. Vous comprenez ce que je veux dire ? Complètement. Je suis en train de réfléchir à comment je me vivais moi, mais ouais. Allez-y. Voilà. Donc, mais les choses ont évolué quand on nous a regardés comme des blancs. Il est arrivé un moment dans l'histoire occidentale, dans l'histoire française, où la conception racialiste de l'extrême gauche, en vérité, tout part de l'extrême gauche. Aujourd'hui, on est dans le wokisme. Oui, à l'époque, c'était racialiste. Et à un moment, alors au début, on ne l'a pas dit comme ça. On n'a jamais formulé, avant le wokisme, avant que ça débarque d'Amérique, avant d'ailleurs notamment l'affaire Floyd, on n'a jamais formulé les blancs. Mais par contre-coup, il y avait bien les victimes, en gros du beau français. Et voilà, le beau français, ces victimes, celles qui notamment se mettaient la petite truc jaune sur la poitrine,
eh ben c'était le noir et c'était l'arabe. Donc, par contraste, il y avait bien un blanc qui traînait. C'est comme cela que très clairement que les choses se sont construites dans l'inconscient collectif. Et puis ensuite, ensuite les choses ont été parfaitement dites. Il y a à peu près une dizaine d'années et davantage encore. De plus en plus. Mais de plus en plus. De plus en plus, maintenant les choses sont dites. Il y a le blanc privilégié et il y a les peuples racisés, les peuples victimes racisés de la colonisation. Et d'ailleurs, dans le dernier état de la question, mais ça c'est tout récent, la colonisation est devenue aujourd'hui le syndrome du mal universel et a renvoyé la Shoah, dans ses buts occidentaux, en vérité, chez les Blancs. Alors c'est ce que vous dites, que le juif ne fait plus partie des peuples victimes racisés, mais qu'il est ce blanc, qu'il est vécu comme un blanc au carré, vous dites. Oui, mais ça maintenant les choses sont dites. Mais moi quand je l'ai écrit, ça n'était pas dit ça. Moi quand je l'ai écrit, je l'affirmais, mais personne ne me le disait. Maintenant, c'est reconnu. Donc c'est la double peine pour les Israéliens. C'est des Juifs pour les terroristes, pour le Hamas, et puis pour l'extrême gauche, c'est des colons. Oui, mais encore que dans les banlieues françaises, le Juif est à la fois le Juif détesté par les islamistes, qualité de Juif, et en même temps, le colon blanc en Palestine, et d'ailleurs en France aussi, c'est le riche, c'est celui qui a les journaux. Vous avez vu la déclaration de Mathilde Panot, alors je ne saurais pas la citer, la dernière, ça me fait penser à ça, ce que vous me dites, c'est pour ça que je répondis, les riches, les golfeurs et les, je ne sais plus trop ce qu'elle a dit, enfin on l'a mis tout bien sûr. Voilà, ce genre de poncif. Bien sûr, je pense qu'elle pourrait, dans son inconscient, aller savoir si elle n'imaginait pas que le juif est golfeur. Je n'écarte pas cette piste sportive. Alors, vous dites aussi qu'il sait... Mais donc, pour terminer, il est clair que aujourd'hui, c'est central dans mon explication, il est clair que l'État d'Israël est davantage encore détesté parce qu'il représente la pointe avancée des États-nations occidentaux. C'est l'État-nation occidental habité par le jeune mâle blanc encore vaillant, et une fois qu'on aura fini avec lui, on s'occupera du vieux blanc décadent d'Occident. Ça marche. Je pense que dans l'inconscient collectif anti-blanc, ça marche comme ça. Ce qui, encore une fois, n'exclut pas du tout, loin s'en faut, parfaitement compatible avec l'antisémitisme de toujours que j'explique. Je décris, je crois. Complètement. Depuis le nouveau bréviaire de la haine, j'explique que l'antisémitisme est une manière de virus mutant, pour prendre une image, hein. Et donc, il est intelligent, c'est-à-dire que c'est l'antisémite qui dit aux Juifs, dis-moi comment tu es, ES, je te dirai comment je te hais, H-A-I-S. Yes. Lorsque le Juif n'avait pas d'État, il était vu comme un veule apatride. Ça n'était pas vrai, mais il y avait un fond de vérité, il n'avait pas d'État, il ne savait pas beaucoup se défendre. Non, c'est vrai. Et depuis que le Juif a un État, il est vécu comme un blanc, effectivement, comme un blanc au carré, belliqueux, comme un nationaliste belliqueux. Alors justement, vous dites qu'il s'agit avant tout d'une détestation pathologique d'un État incarnant l'Occident et qui, comble de l'indécence, se défend. On préfère, et vous le répétez à plusieurs reprises, le Juif en pyjama rayé que le Juif en uniforme kaki. C'est une donnée avec laquelle nous faisons. Est-ce qu'on devra toujours faire avec cette donnée? Vous pensez que ça aussi, c'est dans l'inconscient collectif? Non, mais alors non, mais maintenant c'est encore pire, si je peux me permettre.
quand j'écris le nouveau bréviaire de la haine, je prends cette image-là, qui perdure très largement, à savoir, dans notre monde post-chrétien, mais quand même largement inspiré par le côté christique des choses, il s'est passé une nouvelle crucifixion. Et sur cette nouvelle croix, il y a eu le juif, en pyjama rayé, qui ressemblait à s'y méprendre à Jésus, puisque ni ne souriait, ni se défendait. D'accord ? Alors celui-là, il a été largement adoré. Mais il se trouve que à partir de, on va dire, de la guerre des 6 jours, et notamment de l'occupation des territoires, ce juif en pyjama rayé est descendu de sa croix, d'une certaine manière, il était descendu de sa croix, et c'est devenu un juif en uniforme kaki, d'accord ? Et celui qui adorait, et je prends la figure de Plenel surtout, oui. Plenel est l'archétype rêvé, si j'ose dire, pour expliquer ça, de celui qui adorait le juif en pyjama rayé et qui l'aborde en uniforme kaki. D'une certaine manière, comme je l'écris, le juif, le juif en uniforme kaki trahit. Il trahit celui qui ne se défendait pas et qui est mort, le juif mort. Et d'une certaine manière, le juif qui se bat en Judée, c'est Judas. Oui, mais vous l'expliquez. J'ai bien aimé la façon dont vous l'expliquez. C'est très très clair. Alors, vous maintenez fermement que, là je vous cite, que l'insécurité grandissante en France a un lien insécable avec l'immigration massive et croissante. Alors on pourrait citer tous les faits, mais on va revenir sur les plus récents, et ils sont nombreux, bien qu'ils soient récents. Vous dites le 13 octobre 2024, un homme est mort, un professeur égorgé par un musulman islamiste, et j'enrage, ma rage étant 6 lettres, la CIMAD. Il s'agit de Dominique Bernard, ce professeur de français. Le 19 novembre, il y a eu Thomas, un adolescent de 16 ans, poignardé à Crépol dans la Drôme. L'attentat du pont de Bir Hakeim, attaque au couteau et au marteau, 2 décembre 2023. Et il y a à peine 10 jours, parce que nous sommes le 12 février, 2024, il y a à peine 10 jours, attaque au couteau et au marteau, gare de Lyon, le 3 février 2024, et l'assaillant exprime sans regret, on en revient à ce que vous venez de dire, qu'il voulait s'en prendre à des Français, à des Blancs. Alors, est-ce que vous pensez que cette loi sur l'immigration qui a été votée le 19 décembre et dont 35 articles ont été censurés par le Conseil constitutionnel le 25 janvier était un début de solution? Est-ce que vous aviez imaginé, est-ce qu'on pouvait l'imaginer, imaginer cette radicalisation de l'immigration ou pas, il y a 40 ans, parce que vous parlez de SOS Racisme, entre autres. Est-ce que le système d'intégration, c'est le système d'intégration qui ne fonctionne pas? C'est le nombre. Je dis souvent dans ce livre, c'est une grande chose que le nombre. C'est le nombre. Oui, parce qu'on cède apparemment souvent. C'est le nombre qui terrasse les Israéliens. C'est le nombre des puissances dictatoriales à l'ONU qui votent contre Israël. Mais ça devient... C'est le nombre des dollars et des euros que possèdent les ennemis d'Israël. C'est le nombre de ceux qui sont capables, dans la rue arabe, de manifester. Et en France, j'ai vécu... Alors, je suis incapable de vous dire maintenant pour quelle raison j'ai vu assez tôt, avec une inquiétude grandissante. Je ne sais pas quand a démarré chez moi, alors que je suis encore une fois incapable d'essentialiser, je ne nourrissais et je ne nourris pour les autres aucune aversion. Je pense que lorsque j'ai vu que le nombre, j'ai que ça, je ne l'ai pas vécu, mais quand j'ai vu le nombre et quand j'ai vu la violation des frontières, je sais que quand j'écris le premier article dans le Figaro que je commets, c'est pour venir en aide à Giscard d'Estaing, que je combattais, que je n'aimais pas, et qui avait été malmené médiatiquement parce qu'il avait osé dire que les Français vivaient, il n'était plus président de la République.
et qu'il disait que les Français vivaient l'immigration comme une invasion. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Et donc, c'est le premier article que je commets. Je le commets escalité de juif, celui-là. Parce que je m'adresse à ma communauté d'origine, et aux CRIF en particulier, et je leur dis il ne me plaît pas beaucoup que les Juifs montrent un réalisme d'acier lorsqu'il s'agit d'Israël et un angélisme de plume lorsqu'il s'agit de la France. Ça ne me plaît pas. Ah oui, s'agissant d'Israël, attention, là, il faut des frontières, hein, et puis il faut une armée, et puis il faut une police, et puis il faut surtout pas de droit de retour pour les Palestiniens, vous comprenez? Sinon on va être submergé par le nombre. Mais par contre, pour la France, entrer, il n'y a aucun problème, il y a de la place pour tout le monde, et quand il y en a pour 2, il y en a pour 3. Les frontières, ça sert à quoi? L'armée et la police, c'est pour moi... C'est inaudible. C'était insupportable. Je l'ai vécu de manière insupportable parce que moi, je suis un défenseur partout de l'État-nation. Y compris d'ailleurs en Palestine, entre parenthèses. Je ne voyais aucun inconvénient à ce que sur une partie du territoire disputé, les Arabes de Palestine, pour autant qu'ils y trouvent intérêt, aient la possibilité de créer un État-nation. Vous y croyez aujourd'hui, hein? Mais non, mais attendez, j'y croyais déjà à l'époque, mais ça ne les intéressait pas à l'époque. Non, à 5 reprises, ils ont refusé. Si, ça ne les intéresse pas. Comment vous expliquez qu'ils refusent la création d'un État palestinien? Mais c'est tout à fait logique. S'ils sont dans leur logique implacable et indiscutable. On peut tout leur reprocher, sauf la constance. Ils considèrent, à tort ou à raison, que l'ensemble de la Palestine est arabe et musulmane. Il y a même des islamistes qui considèrent que le Dar al-Islam, il devrait s'appliquer maintenant à l'Espagne aussi, puisqu'elle a été un jour conquise. Alors, ça va loin. Ils n'ont pas une vision. Vous savez, ils en ont 27 des États-nations arabes, pour éventuellement, y compris la Syrie, y compris la Jordanie. Ça ne les intéresse pas. Moi, quand j'étais pour l'État-nation arabe de Palestine, c'était pas seulement par souci d'équité, parce que je dis dans mon livre, comme j'ai toujours dit, ils ont un bon dossier, les Arabes de Palestine. Ils ont un bon dossier. Moi qui défends le droit des autochtones français, si j'étais un berger ou un agriculteur arabe palestinien à l'époque, c'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup occupés de leurs terres. Mais si j'étais j'aurais vu les types arriver, les Polonais arriver en m'expliquant qu'avant ils étaient chez eux, et puis parce que vous savez c'est dur, il y a des pogroms, j'aurais peut-être pas été... Alors c'est vrai qu'ils ont amené beaucoup ils ont aussi aidé l'économie, mais enfin, je comprends que d'aucuns n'étaient pas spécialement ravis. Donc le compromis territorial historique, je l'ai toujours appelé de mes voeux. On leur a proposé, ils n'ont pas voulu. Et maintenant, alors moi personnellement, les implantations, j'aurais préféré laisser 1 an, 10 ans, 100 ans, tant qu'ils n'étaient pas près de l'autre côté, l'armée sur les territoires pour conserver un glacis territorial, puisque les frontières de 48, elles sont pas défendables. Elles arrivent... bon. Mais plutôt que de mettre... Parce que là maintenant, si à nouveau se pose le problème de l'État-nation, ici par hypothèse intellectuelle hardie, il y avait un interlocuteur, convaincre maintenant les gens des implantations qui considèrent qu'ont une vue religieuse des choses que je n'ai pas. Moi je pense qu'un juif qui est à Tel Aviv, s'il veut aller prier à Hebron, même si c'est sous une autre entité, et dans un cadre pacifique, pourrait le faire. Je suis comme ça. Mais ça va être maintenant compliqué. Ça va être compliqué. Compliqué. Alors vous avez très clairement, vous avez acté très clairement dans votre livre que l'extrême gauche a choisi son camp. Sous couvert d'antisionisme, elle est incontestablement antisémite, incapable de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, si seulement ce n'était que ça. Vous dites d'ailleurs que l'extrême gauche de 2023 est exactement la même lèpre que l'extrême droite de 1923. Comment analysez-vous, William Gonadel, cette hostilité, cette obsession anti-israélienne de la France insoumise, Mélenchon en tête? C'est par pur clientélisme ou il y a autre chose? Pas seulement. Alors, moi, je voudrais vous entendre. Non, très sincèrement, je ne leur fais pas un procès en hypocrisie
ou en mercantilisme électoral. Je pense que ces gens-là, malheureusement, sont très sincères. Moi, j'ai pointé la haine de l'extrême gauche anti-juive et anti-sioniste depuis toujours. Vous n'avez pas été... Aucune surprise pour vous? Oh non, moi, j'ai constaté en vérité que l'extrême droite antisémite, puissante dans sa puissance, est morte avec les découvertes de la Shoah. Elle a été discréditée, totalement discréditée politiquement. Oui, je souscris Bien entendu, il y a toujours des survivances. Et il y aura toujours un antisémitisme d'extrême droite ou un antisémitisme tout court basé sur les vieux clichés. Bon, mais l'extrême droite antisémite en tant que force politique nombreuse, elle est morte avec la Shoah. Il faut reconnaître. Et je sais bien que moi, avant la Shoah, je pense que j'aurais été aussi combatif contre cette extrême droite-là que je ne le suis aujourd'hui que contre cette extrême gauche. Vous dites que vous en avez fait le combat de votre vie. L'extrême gauche ? Oui. J'aime le combat contre ma vie, c'est contre l'antisémitisme. Donc moi, je ne suis pas... Elle symbolise quoi pour vous? Vous le dites dans votre livre, elle est dangereuse, cette extrême gauche? Non, mais elle est dangereuse, attendez. Elle est dangereuse bien au-delà du cadre juif. Non, mais on est d'accord, mais c'est pour ça que je vous interroge. Je veux dire, cette extrême gauche d'aujourd'hui, elle ne peut plus s'appuyer sur l'ouvrier prolétaire, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc le nouveau prolétaire, c'est en gros l'arabe ou le noir racisé, parce qu'elle-même a modifié son discours. Il y a de l'islamo-wokisme, il y a du... comment est-ce que je veux dire? Donc maintenant, cette extrême gauche-là, elle est puissante, elle est nombreuse, elle a tellement décérébré, parce que je fais un sort toujours, vous savez bien, c'est là mon combat aussi, c'est mon combat contre l'idéologie médiatique. On va en parler. Non mais je veux dire, il y a une décérébration de l'homme français. Vous avez toute une partie de la population, et surtout dans la jeunesse, qui ne s'identifie plus avec la France, qui déteste le modèle français, qui déteste même, à mon avis, si vous voulez, il y a une sorte de... beaucoup de petits blancs français ne se voient plus en blanc. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de détestation, ça je l'explique dans mes précédents. Oui, et on en revient à la question du début sur le racisme anti-blanc. Il y a cette identification, cette victimisation. Mais c'est-à-dire que comme on a dépeint le français comme un beauf raciste, un béret pétainiste, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont eu honte de représenter à ça et qui, d'une certaine manière, vont même jusqu'à imiter les mecs des banlieues. Alors on parle de haine de soi. Je ne suis même pas sûr que ça soit de la haine de soi. Parce que moi qui interroge les mots et l'inconscient, c'est quoi un beauf? C'est quoi un beauf détestable? C'est votre beau-frère. Il n'a pas le même sang que vous. C'est seulement le mari de votre femme. Vous êtes autrement. Vous n'êtes plus blanc. C'est la réalité des choses. Et j'ai écrit que je tiendrai pour responsable Monsieur Mélenchon du prochain juif qui sera tué en France, et je tiendrai également pour responsable l'audiovisuel de service public. Comme je suis échaudé par Monsieur Macron, je ne me réjouis pas des bons jours pour ne pas trop m'offusquer des mauvais. Il n'a aucune conviction, sauf peut-être la conviction européiste, dont je lui sais gré, même si je ne la partage pas.